Salut à tous, c'est toujours un plaisir pour nous de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre émission Leitmotiv. Un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous suivent depuis le Burkina, le Niger et même le Congo. Merci pour tous vos encouragements. Aujourd'hui, nous recevons pour vous une jeune dame qui démarre sa carrière en agence de voyage, puis devient professeur des écoles. Une vie somme toute normale, mais un jour sa vie bascule et plus rien ne sera comme avant. Ghislaine Akoli nous raconte sa vie dans Leitmotiv, juste après la pub. Ghislaine Akoli, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est tout un honneur pour moi. Alors, tu es professeur des écoles, notamment dans une école française. Exact. Tu es en charge d'encadrement des enfants de bas âge. Oui. Un métier qui est devenu pour toi une passion très vite. Pour commencer, quel a été ton cursus scolaire? Quel genre d'élève tu étais en classe? Alors d'abord, mon cursus scolaire, c'est la maternelle et le primaire. Et ensuite, j'ai passé un BTS comptabilité option informatique. Et puis après ça, j'ai dû commencer à travailler. Élève, comment j'étais en classe? Une élève gentille, sage, non, pas compliquée. Pas turbulente, non, assidue. pas turbulente, non, assidue, pas turbulente, non, pas du tout. Mais par contre, à ce propos, j'ai une petite histoire. Je sais que ma mère m'avait dit que la première fois où j'ai commencé l'école, donc le premier jour, je suis allée à l'école. Et quand je suis rentrée à midi, je lui aurais dit, mais là où tu m'as emmenée, là, est-ce que je devrais aller là-bas tous les jours? Elle dit, oui, oui, c'est ce qu'on appelle l'école. Donc bon, au début, quand on est petit, on n'en a pas envie, mais Ouais, après, donc déjà au ça départ, passe. tu n'avais Voilà, pas envie d'y j'avais aller pas tous envie les d'aller jours, quoi. tous les jours, mais après, non, j'ai pris le goût de l'école, non, ça va, ça a été. Alors, après ton bac et ton BTS en comptabilité, tu peines à trouver du travail dans ton domaine de formation. Exact. Tu finiras par travailler dans une agence de voyage. C'est ça. Comment se sont passés tes premiers pas dans ce secteur qui était du coup pour toi tout nouveau? Tout nouveau, tout à fait, oui. Donc justement, je peine à trouver du travail, donc je vais travailler, je dépose un dossier dans une compagnie aérienne d'abord. Donc je commence en tant qu'agent de voyage à la billetterie. Après, je fais l'escale à l'aéroport et tout doucement, je reste là et je reste là une bonne dizaine d'années quand même. Hein. Mais Oui. pendant ces 10 ans, quand même, tu montes. Oui, de grade. je finis par être agent, directeur d'une agence de voyage. Et puis après, c'est de là que je suis partie. Mais est-ce que pendant faire tout ce autre temps et chose. toutes ces années, tu n'as jamais eu envie de revenir à ta formation de base qui était la comptabilité? Non, non. Une fois que tu t'es aucun sens. lancée, Oui, j'étais bien. en Vraiment, agence de j'ai bien voyage. aimé l'agence de voyage. J'ai bien aimé l'agence de voyage et la compagnie aérienne parce que j'ai fait les deux. Tu as fait les deux. J'ai fait les deux, oui. Alors, quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on travaille dans une agence de voyage en général? Oui, alors en agence de voyage, il faut accepter le stress parce que c'est beaucoup de stress. C'est beaucoup de stress, c'est beaucoup de... Quand il y a les hautes saisons, les passagers qui sont pas contents, c'est pas évident. Et, il faut avoir une certaine patience. Ouais, il faut être zen. Il faut être les très zen calmer. et pouvoir les calmer. D'ailleurs, moi j'ai une mauvaise expérience dans ce domaine-là. J'ai eu un passager qui m'a donné Carrément? une bonne gifle parce qu'on n'avait pas pris sur le vol. Oui, oui. Et c'était parce que quoi? Parce qu'il y avait un surbooking ou quelque chose? Surbooking, on a fermé le vol, il est arrivé en retard. On lui a expliqué qu'il n'a pas compris. Il ne voulait rien savoir. Donc je lui ai expliqué tant bien que mal. Non. Et dans l'explication, paf, il m'a envoyé une gifle. Et en tant qu'agent, quel recours tu as pu avoir? Tout de suite, non, c'était à l'aéroport. Donc tout de suite, les policiers de l'aéroport sont venus. Ils l'ont embarqué. Et puis après, il est venu s'excuser.
Et mon chef d'escale lui a dit, moi, tout dépend d'elle. Si elle veut vous reprendre sur le vol, on vous reprend. Sinon, on ne reprend pas sur le vol. Possible. Et je n'ai pas repris sur le vol. Et pendant ces 10 ans donc, que tu as fait en agence et en compagnie aérienne, tu es resté combien de temps? Tu as changé plusieurs fois ou tu es resté dans la même agence? Non. Donc j'ai fait 3 compagnies aériennes et 3 agences de voyage. Et après toute cette expérience que tu as eue, tu n'as pas eu envie à un moment de te mettre à ton propre compte? Tu n'y as pas pensé? Bien sûr, on y pense toujours, mais ça demande des moyens. Voilà, ça demande de gros moyens pour installer une agence de voyage. Alors, après plus de 10 ans passés donc en agence de voyage, tu décides de changer de métier. Tu deviens professeur des écoles et tu t'occupes de la petite enfance. Exact. Pourquoi avoir fait ce choix qui, encore une fois, n'a rien à voir avec ta formation de base? Effectivement, avec ma formation. Alors, c'est venu parce que quand j'étais en compagnie aérienne, j'avais une collègue qui travaillait à mi-temps. En fait, elle était enseignante et les 2 jours de vol de la compagnie, elle travaillait pour la compagnie à l'aéroport. Et puis, très souvent, elle me parlait de ses élèves, comment ils sont mignons, ils sont ceci, ils m'ont fait ci. Et un jour, elle m'a dit, je cherche quelqu'un pour me remplacer. D'habitude, celle qui me remplace, je l'appelle, mais là, elle ne peut pas. Donc, je suis vraiment embêtée, tout ça. Donc, je lui ai dit, mais il faut faire quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, je suis toujours prête à aider. Donc, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle me dit, ben, tu sais, c'est pas bien compliqué. Il y a le cahier qui est là avec tout ce qu'il faut faire. Pourquoi tu veux le faire? Je dis, ben, si je peux te rendre service, voilà. Et puis, je suis allée la remplacer. Et puis, j'ai dit, ben, tiens, c'est intéressant, sympa, oui, c'est sympa. Et puis, j'ai demandé à faire des formations dans des classes, d'abord des remplacements, et puis après, tout doucement, je suis arrivée. Et tu as aimé. Voilà. Tu as eu le coup de cœur. Exact. Alors, j'imagine que tu devais être très épanouie à ce moment de ta vie. Bien sûr. Selon toi, quelles sont les aptitudes pour exercer ce métier? Alors, les aptitudes, il faut, comme je dis, être très patiente. Les enfants, ça demande beaucoup de patience. Ça demande beaucoup d'amour. Et puis, après, je dirais de la joie de vivre, parce qu'avec les enfants, il faut être de bonne humeur. Il faut être de bonne humeur. Toujours, oui, effectivement. Toujours de bonne humeur. Mais ce n'est pas évident non plus aussi, parce que souvent les enfants ne parlent pas. Il faut deviner. Il faut pouvoir deviner, exactement. Il faut pouvoir se mettre à la place de l'enfant, et puis interpréter, puis savoir ce qu'il attend de nous et qu'est-ce qu'il veut. Donc, c'est des questionnements, c'est continuellement des questionnements. Puis tu entreprends justement une nouvelle carrière dans ce domaine, mais est-ce qu'à un moment tu t'es dit que tu t'es pas posé la question de savoir si tu t'étais trompée ou pas? Est-ce que je vais vraiment continuer? Est-ce que tu étais satisfaite d'avoir fait ce choix? Non, j'étais contente, je me sentais bien. Je me sentais bien parce qu'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que quand on se retrouve au milieu des enfants, on a une certaine paix du cœur. Une sérénité. Voilà. Donc, j'étais bien. Et puis je suis quelqu'un de très manuel, j'aime bien inventer, j'aime créer, organiser, voilà le contact. Donc je m'amusais bien. Et il n'y a pas d'hypocrisie dans ce monde. Exactement. En plus, c'est beaucoup de sincérité. Voilà. Donc je m'amusais bien avec les enfants et j'étais contente. Alors, tout se passe dans le meilleur des mondes pour toi, exact. Mais pendant quelque temps, tu vas ressentir une douleur dans le dos. Tu essaies tant bien que mal de gérer la douleur, mais elle revient constamment. Et de plus en plus forte. Alors, comment se manifestent ces premières douleurs? Alors, c'était comme un point dans le dos au niveau de l'épaule. Et toute la journée, j'étais obligée de boire des médicaments, de prendre des médicaments, des calmants pour pouvoir des antidouleurs. Pour pouvoir faire passer cette douleur-là, parce que c'était comme un pic dans le dos. Et ça a commencé à évoluer. Tout doucement, ça me descendait dans le Et ça, c'était combien d'années après que tu aies commencé justement à travailler dans le domaine de la petite enfance? Oh, je dirais 8 ans. Ah, quand même. Oui, 8 ans. Oui. J'étais bien lancée dedans. J'étais bien lancée dedans quand la douleur a commencé. Oui. Alors donc les douleurs commencent à se manifester. Et qu'est-ce qui t'interpelle? À un moment, tu te dis qu'il faut consulter un médecin. Il faut que j'aille voir le médecin, exactement. Donc justement, j'ai un ami neurologue que j'appelle
Et il me dit, bon, viens me voir, on va voir ce qu'il y a. Donc, première consultation, il me dit, tu as peut-être un nerf coincé dans le cou, donc ce qu'on va faire, on va te faire des séances d'électrothérapie. Donc, je dis d'accord. Et donc, il me met en contact avec un kiné qui vient à la maison me faire les séances. Donc, au départ, on espacait un peu de 2 jours. Après, j'avais encore besoin. C'est vrai que ça me calmait, mais ça n'enlevait pas complètement la douleur. Voilà. Donc, on a fait ça un bon moment pendant peut-être 3 mois. Hein, mais toujours rien. Elle revenait. Voilà, la douleur revenait. Donc, il m'a dit, bon, écoute, on va faire une IRM pour voir ce qu'il en est exactement. Donc, on fait l'IRM et il se trouve que là, effectivement, le nerf est bien coincé au niveau des vertèbres du haut dans du le dos, cou. dans le cou même. Dans le cou, exactement, voilà. Donc, il me dit, ça, il faut qu'on opère. Donc, je dis, bon, d'accord, si ça peut me soulager, parce que vraiment, je n'en pouvais plus. J'avais même le bras qui commençait à s'engourdir, je ne le sentais plus, je ne pouvais plus écrire. Il s'agissait quand même de mon bras droit. Alors, c'est quand même assez important dans le domaine que dans le domaine dans lequel je suis. Donc, vraiment, c'était compliqué. Donc, on a décidé alors de faire l'opération. Alors, tu décides de consulter ton médecin, de te faire opérer, mais tu n'avais pas peur quand il t'a annoncé qu'il fallait faire l'opération, quand vous en avez parlé? Non, j'avais envie d'être libérée. J'avais vraiment envie d'être libérée parce que j'avais plus de vie. J'étais continuellement avec la mineure, je pouvais rien faire. Voilà, c'était vraiment pénible. Voilà. Et ça s'amplifiait surtout. Voilà, exactement. Donc, j'avais plutôt envie de me libérer. Et puis, bon, j'étais bien encadrée, donc j'étais sereine. Tout à fait. Voilà. Mais quel était ton état d'esprit alors juste avant de rentrer en salle d'opération? J'étais sereine. J'étais sereine. J'étais sereine. J'étais sereine. La preuve, on m'a mis dans le fauteuil, ils m'ont mis la blouse. J'avais mes écouteurs dans les oreilles jusque devant la porte de la salle d'opération. Alors, Ghislaine, nous sommes au moment de ton opération. Oui. Comment est-ce que cette opération se déroule? Alors, on rentre. Donc, je donne sagement ma tablette à ma sœur et je lui dis donc à tout à l'heure. Parce qu'elle était venue pour m'accompagner pour l'opération. Donc, on rentre dans la salle. Bon, je suppose que tout se passe comme ils peuvent là-bas. Et pour moi, ça s'arrête du moment où on m'endort. Voilà. L'opération dure combien de temps? Donc, d'après ce qu'on m'a dit, je pense 6 heures, quelque chose comme ça, ou 2 heures. Bon, je sais plus. En tout cas, je me réveille. Enfin, on me réveille. Quelle est la première parole que tu dis? Mes jambes. J'avais mal à la main, mes mains me brûlaient. Je demandais, mais pourquoi je ne sens pas mes jambes, mes membres supérieurs, inférieurs? Oui. Bon, je me suis dit, bon, c'est peut-être l'anesthésie, ça va passer. Et donc, ma sœur et le médecin viennent me voir et ma sœur me dit, écoute, le médecin veut te dire quelque chose, il y a un problème. Aïe. Mais même là, tu paniques pas. Non, bon, il y a un problème, oui. Et donc, il me dit, voilà, il se trouve qu'il y a un œdème sur la moelle épinière et donc c'est ça qui fait que je ne sens pas mes jambes. Mais jusque-là, ça ne me pose pas de problème. Je suis à l'hôpital. On va devoir trouver une solution. Et donc, il dit, il y a 2 solutions. Très bien. Soit on laisse l'œdème comme ça et puis ça se résorbe tout seul, soit on réopère. Donc, je lui dis, si c'était ta maman ou ta femme, qu'est-ce que tu aurais fait? Parce que c'était un de tes amis, tu le connaissais bien. Non, celui qui m'a opéré n'était pas un ami. Voilà, justement, amis qui te l'a voilà, exact. Et je dis, qu'est-ce que tu aurais fait? Il me dit, j'aurais opéré. J'ai dit, donc allons-y. Parce que là,
j'ai plus le choix, on Oui, va tout dire. à fait, tout à fait. Pour moi, c'est pas un choix, ça. Exactement. C'est Ça s'imposait. voilà. Alors Ghislaine, tu rentres donc en salle En d'opération salle. pour un nerf qui est coincé au niveau d'une de tes vertèbres à ton cou. Et quand tu ressors, on te dit qu'il y a toujours un problème et qu'il y a même un œdème. Alors, l'œdème, il a été dû à quoi? Quand tu as posé la question. En fait, c'est l'outil du médecin qui tape la moelle épinière. Donc, ça fait un œdème. Donc, l'œdème, c'est... Bon, comme ils m'ont expliqué, hein, le plus simplement, voilà, c'est comme quand on se fait une bosse, là, voilà. Donc, il faut la aller... réaction, en fait. Il faut aller l'enlever. Il faut aller l'enlever, sinon, bon, elle va se résorber toute seule. Mais en combien de temps? Mais ça peut mettre du temps. Voilà, d'autant plus que... Et puis, ça peut rester comme ça aussi, voilà, on ne sait jamais. jamais. Sait jamais. Bien sûr. Voilà, je ne sens pas mes membres, donc non. Combien de temps tu vas rester comme ça? Il n'était pas question. Voilà, de repartir il fallait dans la réopérer. salle. Mais en fait, jusque-là, je crois qu'on ne me dit pas tout. C'est au sorti de là, c'est après, avec le temps, que je me rends compte que on m'a fait une greffe de la moelle épinière. Au début, parce que je suis dans le contact, je ne sais pas trop de quoi, voilà. Exactement ce qui s'est passé. Donc, en fait, c'est une greffe de la moelle épinière. Mais la greffe, pourquoi ils t'ont fait la greffe? Parce que justement, l'œdème qui est sur la moelle épinière, si on la coupe, on se retrouve avec un creux dans la moelle épinière. C'est comme ça que je comprends ça. Hein. Donc, il faut combler ce vide-là, pour que ça redevienne à la même surface initiale. Exact. Alors donc là, tu restes à ce moment-là à l'hôpital combien de temps avant de décider justement de prendre la décision de faire cette réopération? Ah non, c'est tout de suite. C'était tout systématique. De suite. Oui. C'était quelques heures après la première. Voilà. C'était quelques heures. Dès que je suis sortie, qu'on a su qu'il y avait problème, on est allé donc faire, on a refait encore une radio et c'est là que donc il m'a bien expliqué ce qui s'était passé et on se prépare et on re-rentrer en salle d'opération. Et on rentre en salle d'opération. Et le même jour ou le lendemain? Le même jour. Mon Dieu. Donc la première opération. Tu te sentais la force et le courage de repartir encore en salle comme ça? J'avais pas le choix. J'avais pas le choix. J'avais toujours pas le choix. Je comprends. La première opération, ils m'ont ouvert là. Non, derrière. Et la deuxième opération, ils sont passés par devant. Ils sont passés par... les cicatrices ne se voient même plus. Voilà, exactement. Alors, pour une deuxième fois, donc, tu te fais opérer. Et au sortir de cette deuxième opération, qu'est-ce que ton médecin te dit? Est-ce que ça s'est bien passé? Comment tu te sens toi-même physiquement et moralement? Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il peut me dire? Rien. Le truc, c'est que bon, on a fait l'opération, ça s'est bien passé, je suis réveillée. Et on attend qu'il y ait une réaction, justement. Tout à fait, voilà. Mais à ce moment-là, quand tu te réveilles, tu as la même sensation que la première opération? Tu as toujours la même sensation? Toujours. Je ne sens pas mes membres et j'ai une douleur dans les mains. Et puis, je peux rien faire, je ne peux pas me lever, je suis paralysée. Donc, complètement, tétraplégique, couchée. Alors, tout de suite, on commence les séances de rééducation avec l'électrothérapie. Donc, le kiné vient tous les jours me faire ces séances-là. L'électrothérapie, c'est quoi? C'est l'électricité qu'on te met au niveau de tes membres pour pouvoir obtenir des réactions, en fait. Stimuler les nerfs. Voilà. Donc, et ça marche? Ça marchait. Ça marchait dans le sens où il y a une petite réaction au niveau de mon gros orteil. Donc, à ce moment-là, le kiné me dit, tu as de chance. Tu as des chances de marcher. Maintenant, il s'agit de toi. De ta volonté. Voilà, c'est à toi maintenant de montrer que tu peux y arriver. Et effectivement, du jour où il m'a dit ça, je me suis dit, bien. J'ai vraiment attrapé la parole, tu peux y arriver. Je me suis dit, je vais y arriver. Alors à ce moment-là, qu'est-ce que tu décides de faire? Je décide donc de partir en France. Donc en commun accord avec ton médecin?
Oui, en commun accord avec mon médecin, je décide donc de partir en France. Mais partir en France, c'est quoi? C'est des moyens, C'est coûteux. c'est de l'argent. Ouais, Donc ouais. j'essaye de taper à toutes les portes pour voir dans quelles conditions je peux partir. Parce que c'est un rapatriement. Tout à fait. Donc c'est quelque chose qui coûte cher. Ah, c'est pas aussi facile que ça. Voilà, vraiment. c'est quelque chose qui coûte cher. Donc je suis obligée de trouver une solution. Je cherche, je ne trouve pas. Et puis j'ai une amie qui pour moi est une sœur. Ce n'est plus une amie, elle est devenue vraiment une sœur. Bien sûr. Un jour, on était ensemble, elle était venue me voir parce que tous les soirs, les gens venaient me voir. Ce qui a, c'est que, à un moment donné, j'ai demandé au médecin, est-ce que je peux être hospitalisée à la maison? Donc tu restes en clinique combien de temps à peu près? Après l'opération. Oui, après ces 2 opérations. Voilà, à peu près un mois. Un mois. Oui. Mais à un moment, t'en peux dire, plus, t'en as marre. d'octobre à novembre, novembre. à peu près, oui. Donc c'est comme ça qu'un soir, à la descente du travail, mon amie Fatou était avec moi et puis elle me disait, tu sais Ghislaine, ça coûte cher. C'est excessif. D'autant plus que c'est elle, elle travaille dans une agence de voyage. Donc elle est bien passée pour savoir les rapatriements, c'est elle comment ça se fait. exactement qui devait s'en occuper. Et elle m'a dit, c'est très cher. J'ai dit, oui, je sais. Elle me dit, mais comment on va faire? Parce qu'il faut que tu partes. J'ai dit, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas vers qui me tourner. Elle me dit, mais écoute, ce qu'on va faire, on va demander à tout le monde. C'est ça. Tout le monde d'essayer de participer, puis on va voir. Et c'est comme ça qu'elle et puis notre amie à moi, là, ont commencé à appeler. On lançait un message. On lançait un message à mes amis. Et je t'avoue que... Ils ont répondu présent. Ils ont répondu. Au-delà même de tes espérances. Au-delà de mes espérances. Et je profite de ton antenne pour leur dire merci. Non, faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Tu sais, aujourd'hui, tout ça, c'est derrière toi. Mais c'est vrai, tu fais bien de les remercier. Parce que des amis, c'est vrai qu'on n'en a pas souvent et pas beaucoup non plus. Bon, finalement, tu as réussi je réussis à... Ouais, tout le monde a participé. À partir. Donc, Fatou y arrive. Elle me fait tous les enregistrements. Elle s'occupe de tout. De tout. Et donc, je pars avec mon médecin qui m'a opéré. Donc, il m'accompagne parce que je lui dis, tu sais, je m'en vais là-bas, donc je voudrais que tu viennes voir là où tu vas me déposer, là où tu m'envoies. Alors, donc combien de temps après ta sortie d'hôpital, tu arrives donc à récolter la somme grâce à tes amis, à qui nous disons merci. Et combien de temps après tu réussis à prendre l'avion et à partir? Donc je pars, je pense 2 mois après à peu près, en tout cas début décembre, je pars parce que je me souviens très bien, je suis arrivée en France, il faisait froid, c'était à la période de Noël. Donc je pars et en partant, je leur dis surtout à Fatou qui était avec moi tous les jours, je reviens au mois de mars. Eh bien. Elle devait se dire, mais est-ce qu'elle sait dans quel état elle est? Vraiment, mais d'où te venait cette détermination? Je ne sais pas, mais je l'avais. Je me disais non. Aujourd'hui, quand j'explique, je dis oui, j'ai été paralysée. Mais le mot paralysée, je ne l'ai jamais employé pendant que j'étais dans cette situation-là parce que je ne me sentais pas concernée par ce mot-là. Non, je ne voulais même pas le dire. Donc, non, j'étais sereine. Je savais que je devais y aller parce qu'il y a un truc, c'est que mon kiné qui venait tous les matins et qui venait me faire les séances, a réussi à me faire, je dirais oui, parce que je ne pouvais même pas m'asseoir. Je ne tenais pas, parce que j'ai une colonne vertébrale qui ne fonctionnait plus, toujours couchée. Et il a réussi à me faire me relever un peu. Mais quand je te dis un peu, c'est juste un peu. Hein. Voilà. Mais il était fier de moi. Il dit, tu sais, je sais que tu vas y arriver. Tu vas y arriver. J'ai dit, oui, je vais y arriver. Et puis, c'est comme ça que donc je suis partie. Effectivement, je ne suis peut-être pas rentrée au mois de mars, mais au mois de mars, je tenais debout.
Waouh, Donc super. déjà, je pense que Il y avait déjà une grande évolution. Une grande évolution. Mhm. Une grande évolution. Je dis toujours que dans ce combat-là, il y a 90% de ma foi et 10% de mon courage. Mm. C'est ce qui m'a permis de me mettre debout. Et puis bon, après, les séances de rééducation ont continué, ont continué, ont continué. Je suis restée en France 1 an, donc dans un hôpital de rééducation. Je suis restée là-bas 1 an. Et après ça, je suis rentrée. En tout cas, vraiment félicitations parce que Merci. tu as beaucoup de courage, parce que Merci. tu aurais pu vouloir et ne pas pouvoir parce que tu n'aurais Tout à pas eu fait. la pêche et le tonus qu'il fallait pour justement combattre. Malheureusement, Ghislaine, le temps qui nous est imparti touche à sa fin. Nous donnons donc rendez-vous à tous nos téléspectateurs la semaine prochaine. Ne manquez pas la suite de l'histoire de Ghislaine Acoli dans Leitmotiv. Et pour ceux qui traversent les épreuves de la maladie, que Dieu vous fortifie.